bonjour. Bonjour. Vous connaissez l'artiste peut-être? Bah oui, en fait, j'ai aperçu que c'était les lithographies de Lynch. Oui, effectivement, c'est une exposition des lithographies que Oui. David Lynch a réalisée dans l'atelier qui se trouve derrière. Et David Lynch est venu nous rendre visite grâce au directeur de la Fondation Cartier, Hervé Chandès. Et ils sont venus tous les deux voir l'atelier qui est derrière. Et c'est tellement extraordinaire que d'un seul coup, il a réagi par la beauté du lieu. Il a trouvé ça fantastique. Et c'est vrai que le lieu derrière est vraiment remarquable. Si vous voulez, je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Volontiers. Moi, je vous laisse regarder un petit peu tout de suite. D'accord. Et puis Merci. on se retrouvera tout à l'heure. D'accord. En fait, c'est une série de 12 planches que David Lynch a réalisées à l'atelier. Et c'est la première fois en fait, qu'il faisait de la lithographie. D'accord, donc ça c'est sa toute première série. La toute première série, D'accord. et il appelait ça de Paris Suite. Ah bon. Et chaque image en fait est une sorte de bataille, on pourrait dire ça comme ça. Et elles sont très équilibrées, elles font toujours référence au monde du cinéma. Donc on retrouve toujours des sortes de rideaux rouges. On peut remarquer qu'il y a beaucoup de zones comme ça d'influence où on retrouve comme ça des inspirations qu'il a puisées en fait dans toute son imagerie. À l'origine, David Lynch était peintre. C'est vrai que l'œuvre peinte, enfin, l'œuvre dessinée est capitale pour la compréhension de son cinéma. Et on verra tout à l'heure, lorsque je vous emmènerai dans l'atelier qui est derrière, pourquoi en fait David Lynch a réagi. Parce que c'est vrai que le lieu est un lieu assez extraordinaire. C'est une ancienne imprimerie du 19e siècle. Et le lieu lui-même est très mystérieux, très étrange. On va voir, si vous voulez, d'autres Lynch qui sont installés là, qui sont au mur. Lynch est rentré dans l'atelier, il avait été un petit peu scotché par la beauté du lieu, et lorsqu'il a vu ces pierres, on lui a tout de suite proposé de travailler. Il y a d'ailleurs encore des pierres sur lesquelles il a travaillé. Directement, il a pu créer, alors qu'il n'avait jamais dessiné sur pierre, mais ça a été comme une sorte de révélation, puisque la pierre permet effectivement ce genre de sensation, et comme vous pouvez le voir, Donc il venait 2 heures tous les jours. C'était organisé de cette façon-là, effectivement. Donc il était très très occupé, comme vous pouvez l'imaginer, toute la journée. Ouais. Et juste avant de terminer la journée, il venait là et il s'installait, on lui donnait tout ce qu'il fallait pour travailler, de l'encre, des pierres, et il plongeait dans sa création, et pendant 2 heures, on s'est régalé vraiment. Voilà, donc Léo est en train d'appliquer du noir à monter sur le dessin, ce qui permet au dessin de prendre toute sa force, et on va voir exactement ce qui va se passer ensuite. Et en fonction du résultat, lorsque ça va passer en presse, on aura exactement la copie en quelque sorte de ce C'est une matière assez noble, la pierre, ça permet... C'est une matière, vous savez, David Lynch a trouvé une expression qui me semblait assez juste. Lorsqu'il a voulu parler de la lithographie, il a dit « it's organic printing ». Ouais. Et c'est vraiment, effectivement, un procédé extraordinaire qui vient... La pierre n'a pas d'âge, on va dire, mais l'expression de l'artiste, elle, est complètement contemporaine, et je crois que cette rencontre entre les deux supports est assez extraordinaire. C'est des très très petits tirages en général, c'est autour de 30 exemplaires, pas plus. Vous voyez, les Lynch sont tirés à 30 exemplaires, les McCarthy sont tirés à 16, et donc c'est vraiment un très très petit tirage.
Bienvenue au Louvre, enchantée. Nous sommes en effet dans l'escalier de Percier et Fontaine. Et il y avait 50 ans que le Louvre n'avait pas fait appel à un artiste contemporain pour décorer le palais. Puisque tout au long de l'histoire du Louvre et de l'extension du palais en musée, on faisait appel à des artistes vivants, des peintres, des sculpteurs, des architectes. La dernière commande avait eu lieu en 1953 au peintre Georges Braque pour décorer un plafond Henri II Renaissance. Et récemment, nous venons d'inaugurer donc, cette grande peinture d'Anselme Kiefer qui s'appelle Athanor. Alors, Athanor, il faut que vous sachiez que c'est le nom du four alchimique. Athanor, c'était ce four au Moyen-Âge qui transformait le plomb, donc la ville matière, en or. C'est pour ça qu'Anselme Kiefer a intégré dans sa peinture, en bas, des coulées de plomb qui sont prises dans la terre, au milieu une ligne d'argent et en haut une ligne d'or. Alors je crois que c'est un autoportrait. C'est également un autoportrait de l'artiste en gisant, pas forcément mort, mais peut-être aussi en position de méditation. Et pour lui, c'est un thème essentiel dans son œuvre qui relie l'homme au cosmos, le microcosme et le macrocosme, et qui est toute l'histoire du songe, un peu comme le songe de Jacob ou le songe de l'homme endormi, avec la Voie lactée, les étoiles, les constellations au-dessus de lui. C'est une œuvre qui a été conçue en 2007. C'est une œuvre qui a été faite spécialement pour ce lieu. Donc c'est une commande publique, une commande pérenne. L'œuvre s'intègre parfaitement dans le décor architectural donc des architectes Percier et Fontaine. Et pour répondre à cette peinture, Anselme Kiefer a conçu 2 sculptures qui font une sorte d'ensemble architectural sur le thème de Danaé et sur le thème de Hortus Conclusus, c'est-à-dire la Vierge Marie. Pourquoi cette démarche d'intégrer l'art contemporain au sein même du musée du Louvre est-elle importante ? Alors cette politique a plusieurs buts. D'une part, de réconcilier le passé et le présent, de porter un regard artistique et contemporain sur les collections du musée, sur les collections d'art ancien, de réactiver en quelque sorte le regard qu'on porte sur les œuvres du passé à travers le regard d'un artiste. Et aussi de réconcilier différents publics, c'est-à-dire de faire revenir le public de l'art contemporain, qui délaisse parfois les collections du Louvre, et grâce à ces intégrations, ces présentations d'œuvres contemporaines, il redécouvre les collections du Louvre, et faire découvrir à un public du Louvre plus traditionnel, souvent peu familier de l'art contemporain, les œuvres des artistes vivants. Et quelle est la réaction du public envers cette œuvre ? La réaction du public est plutôt très enthousiaste. Et bien sûr, quelques réactions négatives. C'est l'éternelle querelle des anciens et des modernes. Bonjour mademoiselle. Bonjour, Fabrice Ergotte, donc directeur du musée d'art moderne de Paris. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors nous nous trouvons dans la partie contemporaine du musée. Oui. Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Alors, nous sommes à la fin du parcours des collections. Les collections commençant avec autour de 1900 de l'autre côté de la salle et faisant donc tout le tour des salles jusqu'à ici où nous arrivons donc dans la partie la plus contemporaine. D'accord. On est globalement ici dans les années 70-80 en fait. Alors là c'est une œuvre d'André Cadéré, qui est une œuvre qui avait été présentée dans une exposition qui a eu lieu ici en 1969. C'est une sorte d'évocation du logo de Citroën. 4 mètres 84 noir Citroën, qui est une œuvre tout à fait unique et tout à fait importante dans son parcours. Là, nous sommes dans une grande installation, qui est une installation de l'artiste allemande Hanne Darboven, artiste né en 1941 et qui a beaucoup travaillé sur la notion de perception du temps. Et donc là, c'est une sorte d'immense registre où elle note les heures de travail, ou les heures qui passent par rapport dans les paysages qu'elle traverse, dans les usines, les bureaux, etc. Donc c'est une sorte de travail d'accumulation. C'est assez obsessionnel. Très obsessionnel. Et toutes les salles d'ailleurs qui sont ici sont sur la notion, les dernières salles sont accrochées sur la notion de temps. Temps qui passe, perception du temps, et donc toutes les œuvres ont un rapport avec ça. Fabrice Ergotte, vous avez la volonté de faire dialoguer l'art contemporain avec l'histoire de l'art moderne.
L'idée, c'est de mettre les choses un peu en perspective, c'est-à-dire de montrer que l'art contemporain n'est pas une invention toute récente, et que l'art a toujours été, enfin, dans les époques où les personnes ont vécu, a toujours été contemporain de toutes les époques. Et là, nous sommes dans je pense qu'un musée, et l'avantage de ce musée, qui a une collection très importante depuis le début du siècle, est de montrer que finalement les différentes périodes de l'art contemporain se sont accumulées, et que ce que nous voyons aujourd'hui, nous le voyons aussi, enfin, vient aussi d'autres périodes. Alors, que se passe-t-il ici? Alors ici, c'est une œuvre, très belle œuvre de Hans-Peter Feldmann, qui montre tous les âges de la vie. Donc c'est lui qui a photographié 100 personnes en choisissant de les photographier, une personne à 1 an, une autre à 2 ans, à 3 ans, jusqu'à 100 ans. Et on a donc de manière très spectaculaire, en fait, vraiment à chaque fois un âge de la vie et l'âge, disons, de l'humanité de 1 à 100 ans. Et on voit comme ça l'aspect du temps qui passe, on a cette mise en perspective qui est formidable et qui est peut-être aussi une assez bonne image du musée, avec cette volonté de montrer comment le temps est passé sur plus d'un siècle, depuis le début des collections, au début du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Alors là, nous allons découvrir Penck. Penck est un artiste allemand qui est né en 1939, qui est un des très grands artistes aujourd'hui, qui n'a jamais été montré à Paris dans une grande exposition, en galerie, mais pas du tout dans un musée. Il a vécu très longtemps à l'Est, c'est des grands artistes allemands, celui qui est resté le plus longtemps au RDA. Alors, comme tout grand artiste, c'est quelqu'un qui a une vision du monde très personnelle, donc une vision politique en quelque sorte. Ça répond, disons, à toutes les préoccupations de communication. Et aussi, quand vous voyez tous ces hommes au milieu de ces tableaux, vous vous rendez compte qu'ils sont aussi des individus isolés, fermés dans leur univers. Et on voit donc là cette tentative, une immense tentative de communication. Donc, ce sont à chaque fois un homme qui est un homme type, un individu, qui essaie de communiquer avec quelque chose qui est au-delà de la toile, c'est-à-dire le spectateur, et à travers tous ces signes. Et ça nous touche aujourd'hui parce qu'on est dans un monde où la communication est omniprésente. En même temps, malgré cette communication omniprésente, les gens sont très seuls. Et ils sont seuls comme sont seuls ces individus, enfin ces personnages dans chacune de ces toiles. Donc c'est quelqu'un qui a sans doute compris très tôt, disons, quels étaient les enjeux et les paradoxes de la communication à une époque où c'est une chose qui commençait, l'informatique. En tout cas, l'informatique par Internet n'existait pas encore, la diffusion des images n'existait pas encore comme à ce point-là, et surtout en Allemagne de l'Est où il était totalement isolé du monde. Et il a inventé donc cette forme d'art, qui est une forme d'art qui est vraiment fondée, disons, sur cette volonté de communication entre les hommes, avec aussi cette impossibilité et les utopies de cette communication. Bonjour. Christine Massel, donc, je suis conservateur au Centre Pompidou, Musée national d'art moderne, et on se trouve dans l'espace 315. Alors, cet espace 315 est dédié à l'art contemporain, plus spécialement aux jeunes générations. Ouais, Depuis tout à fait. quand cet endroit a été conçu? En fait, on l'a conçu en 2001, mais on a mis un peu de temps à le monter, en fait. Et en 2004, ça a ouvert. C'est un espace de 315 mètres carrés, comme le nom l'indique, l'espace 315, qui est dévolu à la création contemporaine, à des productions d'artistes en général. Et l'idée, c'était d'offrir une sorte de terrain de jeu à des artistes de la plus jeune génération pour pouvoir créer des projets nouveaux et s'exprimer de manière originale. We had produced the performance with a Beirut audience in mind, and we know that a foreign audience
would have little knowledge of the details of our histories and of our civil war. Aujourd'hui, on trouve une exposition autour de la question de la représentation de la guerre, du conflit, dont le sujet n'est pas justement le conflit lui-même, mais plutôt comment représenter. C'est une question que beaucoup d'artistes se posent, souvent ceux qui vivent au Proche-Orient et qui sont confrontés à une vie de chaos. Aujourd'hui, on a ici des artistes qui appartiennent à différents bords de ces conflits, le conflit israélo-palestinien, le conflit israélo-libanais. Et chacun tente de trouver les moyens de représenter cet état de fait de leur vie, en général sans prendre de parti pris d'ailleurs, en gardant une distance critique, mais en réfléchissant aussi sur la nature des images et la manière dont les images permettent de rendre compte du réel. Donc là, c'est 5 artistes qui représentent ces conflits. On a une artiste effectivement palestinienne qui travaille sur son village qui était autrefois dans les territoires de la Palestine avant la création d'Israël. On a Yael Bartana, une artiste israélienne qui évoque également la guerre. On a le travail d'un Libanais autour de fabricants de bombes, et puis Omer Fast et Rabi Amroué, un Libanais également. Le Centre Pompidou, c'est un lieu très très fréquenté. Et donc, en général, pour la première fois, un artiste qui travaille depuis 10, 15 ans peut montrer son travail à l'échelle de 50, 100 000 visiteurs. Alors, les œuvres qui sont inédites sont produites par Pompidou, par le Centre Beaubourg. Voilà, c'est le principe de base qui subit des variations selon les artistes, mais beaucoup des œuvres qui sont montrées ici sont produites spécialement pour le projet qu'on développe. En fait, le Centre Pompidou, c'est un musée, mais c'est aussi l'IRCAM, la Bibliothèque publique d'information. Donc souvent, on a du mal à lire la programmation, mais c'était un signe, cet espace, pour souligner notre volonté d'être au plus près de la création très contemporaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Donc 40 ans de galerie, c'est déjà une longue histoire qui m'a permis de rencontrer de nombreux artistes, dont certains sont devenus des grandes vedettes de l'art contemporain et même sont décédés, que ce soit Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg, de Kooning, Armand, César, d'autres artistes qui sont toujours en pleine santé, en pleine forme, Daniel Buren, et Gérard Garouste, avec lequel je travaille maintenant depuis bientôt 10 ans. Ce qui caractérise Gérard Garouste, c'est une continuité dans la peinture. Une peinture qui, dans cette exposition-là, est comme une illustration de sa biographie. C'est-à-dire qu'il raconte ici des scènes de son histoire, de son histoire qui n'est pas une histoire simple, une histoire de famille, comme dans toutes les familles, mais peut-être un peu plus compliquée, et qui laisse des traces jusqu'à aujourd'hui. Il a eu des moments difficiles dans sa vie, des moments où il a, comme on dit, un peu perdu la raison. En général, on les cache, ces moments-là, même chez les artistes, mais lui n'a pas peur de les illustrer et de pratiquer à travers ces tableaux comme une thérapie, exorciser un passé difficile. Le tableau qui est ici, tout à fait fabuleux, qui fait même penser à Tintoret. Quand on voit cette enfilade de colonnes, cette perspective. Comment s'intitule cette peinture? Elle s'appelle Chartres. Chartres. C'est vraiment la cathédrale telle qu'elle est, avec ce pavement très particulier, cette Vierge noire, ce sol en marbre et en pierre, ces colonnes. Donc c'est un tableau qui est d'un équilibre classique. C'est un tableau qui est même hors du temps. Ça ne correspond à aucun des critères actuels de la peinture. Et c'est ce qui fait l'originalité de Gérard Garouste. Je pense que les grands artistes sont tout à fait hors du temps.
Gérard Garouste, c'est la première fois que vos peintures se nourrissent de votre expérience personnelle. Oui. Alors j'ai tout de suite envie de vous demander qui êtes-vous? Moi, j'ai envie de vous répondre que si ces tableaux, c'est en effet l'expérience d'une vie, c'est peut-être lié tout d'un coup à un âge de maturité. Je pense que quand on est jeune, quand on est un jeune artiste, on est dans l'action. Et puis à un moment donné, évidemment, vient un temps de réflexion. Mais au lieu d'avoir une réflexion sur la société en général, il faut commencer par une autocritique, je crois. Tabula rasa, une autocritique de soi. Et c'est pour ça que cette série de toiles est plutôt une espèce d'autocritique. Et puis pour aborder peut-être par la suite d'autres sujets plus généraux. Il m'arrive d'avoir des périodes un peu étranges. Ces périodes étranges aboutissent généralement à des scènes d'isolement dans les hôpitaux psychiatriques. Donc un jour où j'allais plutôt où je m'étais un petit peu chauffé la tête, un jour, en effet, je suis rentré dans la cathédrale de Chartres. Vous savez, dans la cathédrale de Chartres, il y a une chapelle avec une Vierge noire qui a une autre signification symbolique, comme la plupart des Vierges noires. Et je délirais dans cette chapelle et j'ai pris tous les cierges. Vous savez, c'est un peu comme à Rocamadour, ce sont des lieux de culte comme ça, de pèlerinage. Donc il y a beaucoup de cierges. J'ai pris tous les cierges et je les ai brisés. Et ça, c'était un jour de mariage. Dans la cathédrale, il y avait un mariage. Donc j'ai perturbé pas mal le mariage. Les flics sont arrivés, mais j'ai eu le temps de m'enfuir. Mais quand même, le soir, j'étais dans un hôpital psychiatrique. Bon ben, je peux vous faire la bise? Espace de la Galerie Polaris, où je suis en compagnie de Bernard Rutug-Jean. Et qu'est-ce qui vous a donné envie donc d'exposer Patrick Günz dans votre galerie? Alors j'ai envie de dire d'abord parce qu'il est belge et que les artistes belges ont cette particularité de pouvoir être des êtres à part, avec toujours un humour, une façon de voir le monde, de voir la société, avec un recul que pour moi n'ont pas tous les autres artistes. Et notamment cette exposition qui s'appelle My Last Meal, où il fait interpréter par des grands chefs étoilés européens les derniers repas de condamnés à mort américains. C'est donc un sujet grave, c'est un sujet difficile, mais qu'il a réussi à réaliser de façon très poétique. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez cette œuvre? Beaucoup d'émotions, parce que ça pourrait être quelque chose de tout à fait ordinaire s'il n'y avait pas là une petite pancarte et si on ne savait pas que c'est le dernier repas de quelqu'un qui va passer dans votre monde. Le repas qui est décrit de façon très importante avec des lettres énormes, et le panonceau qui annonce juste le nom du type, l'endroit où il va mourir, le chef qui est un grand chef et qui est habitué à faire des choses sans doute extraordinaires, qui fait un plat. On pourrait s'attendre à ce que quelqu'un qui va mourir demande des choses tout à fait extraordinaires. En fait, c'est des choses très très simples, presque dérisoires. Pas d'alcool, pas de grand vin, pas de iced tea. C'est vraiment très 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 moyen. On sent un air un peu attristé du chef qui vient de faire ça. C'est vraiment très fort.
La cuisine en inox qui est complètement nickel, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, le sol parfait. On a vraiment l'impression de la froideur de la mort de ce type qu'on va exécuter, quoi. Et est-ce que pour vous, c'est la mission de l'art contemporain de dénoncer ce genre d'enjeu en fait? Oui, tout à fait. On est vraiment dans le cadre. C'est exactement la mission de l'art contemporain. Et là, ça prend vraiment toute sa valeur, quoi. C'est une photo, un texte, et on est dans le problème tout de suite. Ça fait réfléchir énormément.